de vous retrouver. Alors, les terriens de ce soir sont Jeannette Bougrabe. Jeannette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, maître de requête au Conseil d'État, ex-présidente de la HALDE, ex-secrétaire d'État à la jeunesse de Nicolas Sarkozy. Et vous êtes ici ce soir pour l'affirmer haut et fort, oui, on peut réussir dans la vie en s'appelant Jeannette. En tous les cas, vous représentez un formidable espoir pour toutes les Huguettes, pour toutes les Pierrettes, pour toutes les Antoinettes. Également avec nous ce soir, Jean-Jacques Bourdin. Alors Jean-Jacques, vous sévissez avec succès sur RMC, BFM TV, RMC Découverte. Vous êtes le roi des questions qui tuent. Vous poseriez quelle question à François Hollande pour le piéger? Le nom de son Premier ministre? Oui, bonne question. Non, bonne question. Avec nous également, Antoine Decaune. Antoine, bonsoir. Alors, le vendredi 22 février à 21h, vous présenterez sur Canal, en clair, la 38e nuit des Césars, en direct du théâtre du Châtelet. C'est la 9e fois. Vous n'avez jamais été tenté d'en piquer un? Parce que si vous attendez qu'il vous le donne... Si, j'en ai subtilisé quelques-uns, oui, bien sûr, évidemment. Bon. J'ai des tables basses chez moi. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir François Gabard, le vainqueur du dernier Vendée Globe. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Jean-Jacques Bourdin, rebonsoir. Votre premier souvenir d'enfance remonte à août 1958. Vous avez 9 ans. Vous regardez les adultes partir à l'enterrement de votre grand-père, ou plus exactement le second mari de votre grand-mère maternelle, ce papy qui venait vous chercher à la sortie de l'école et qui vous emmenait au café Empire à Alès. Je m'asseyais sur des moquettes en moleskine, rouges. Oui. J'étais invité à la table des adultes qui buvaient du beer. B-Y-2-R-H. Oui, oui. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est un vin cuit. C'est un vin cuit, voilà. De là vient sans doute le besoin chaque matin, où que je sois en France, d'aller pousser la porte d'un café pour écouter les gens, les rencontrer. C'est vrai, ça c'est vrai. Bien des années plus tard, après une adolescence très alcoolisée, un peu alcoolisé. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, oui. Vous avez fait une crise de tétanie quand même. Oui, bien sûr. J'ai fait un peu d'hôpital aussi. Ah bon? Oui, j'avais 19-20 ans. Ça vous fait un point commun? Alors après une adolescence très alcoolisée, majoritairement consacrée au poker, et quelques jobs pas très galvanisants comme placeur d'assurance vie pour l'UAP. Exactement. À ce moment-là, Fabienne, votre petite amie de l'époque, vous présente son oncle, qui est Raymond Castan, le directeur des programmes de RTL, et vous le bluffez en lui soutenant que Franco Bitossi, le coureur cycliste italien, n'avait pas été champion du monde. Et Franco Bitossi, qu'on appelait le coureur au cœur fou, parce qu'il avait le cœur qui s'emballait en pleine course, et parfois il était obligé de s'arrêter et d'attendre que son rythme cardiaque redevienne normal. Il aurait dû faire équipe avec Armstrong. Oui. Lui aussi, l'autre qui a qu'une couille. Antoine Decaune. Excusez-moi, je disais. Alors Castan vous promet un stage, et effectivement, en juin 1975, alors que vous avez déjà quitté sa nièce, il vous appelle à Alès un samedi, en vous demandant d'être à Paris le lundi. J'arrive au petit matin à Paris, gare d'Austerlitz, et je prends un petit hôtel à 30 francs la nuit, je me souviens, avec WC sur le palier. Et puis je pousse la porte d'RTL que je ne connaissais absolument pas. Oui, parce que dans le RMC, Sud, vous écoutiez RMC toute la journée. Exactement. Et RTL, vous allez y rester 26 ans. Et j'y reste 26 ans. Alors, vous avez un point commun avec Apathy, c'est que lui, il a été garçon de café, vendeur de voitures, et finalement, tous les deux, vous avez plutôt fait l'école de la vie que l'école de journalisme. Hein. Totalement. C'est un truc à dire aux gens qui veulent être journalistes, ne faites pas le CFJ, allez dans les bistrots. Au moins, nous ne sommes pas formatés. Voilà. Alors, c'était RTL que vous lancerez l'interactivité, avec les auditeurs ont la parole. C'était mal vu dans la salle de rédaction. Oui. Je peux vous le dire.
c'était tu donnes la parole à l'extrême droite, tu donnes la parole à l'extrême gauche, toujours à ceux qui protestent. Mais à quoi ça sert? Les journalistes étaient dépossédés de leurs prérogatives, en fait. Complètement. J'étais très mal vu. Très mal vu. Pour ça. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, l'interactivité est passée dans les mœurs. Vous la pratiquez tous les matins sur RMC de 6h à 10h. Sur RMC Découverte, nouvelle chaîne de la TNT, entre 7h et 8h30. Oui, alors, exact. Une chaîne qui s'appelle Découverte et qui diffuse une émission de radio que tout le monde connaît depuis 10 ans, c'est pas très cohérent quand même. Mais... Alors de 8h30 à 9h, c'est sur BFM TV qu'est télévisée votre fameuse interview politique. Alors les politiques ont tellement peur de vos questions. Non. Il paraît que même pour Bonjour, comment ça va, ils demandent de leur conseiller en communication, c'est vrai. Non, ils n'ont pas Vous peur. les terrorisez. Non. Mais si, il y a des émissions comme ça qui font très peur et vous en faites partie. Alors justement, entre Bourdin, Apathy, El Kabbach, vous préféreriez aller chez qui? Chez Bourdin, mais... Merci, Jeannette. Alors pour vous, Jean-Pierre El Kabbach est attiré par le pouvoir, au service des pouvoirs depuis tant d'années, qu'il a une conception du journalisme que je ne partage pas. Mais j'ai une grande admiration pour Jean-Pierre El Kabbach. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dure. Et quelqu'un qui dure ne peut pas être mauvais. Et voilà. Et El Kabbach est très indépendant vis-à-vis des politiques de gauche. Alors, la pub de RMC vous présente comme un homme libre. Oui, je l'assume. Je le revendique. Alors, vous révélez qu'Aurélie Filippetti est en vacances à l'île Maurice pour Noël, malgré les consignes de François Hollande. Oui. Vous vous énervez contre Valérie Pécresse qui vous a planté un matin. Elle m'a planté pas un matin, elle m'a planté à minuit et quart. Ah ouais. J'ai pas aimé. Sincèrement, je n'ai pas aimé. Vous l'appelez qui alors à ce moment-là? Bernard Debré. Et voilà. Bernard Debré. Parce qu'on avait son numéro sous la main. Pauvre Bernard. J'ai appelé Bernard Debré. Vous demandez aussi à Brice Hortefeux si deux hommes qui s'embrassent devant lui, ça le gêne. Ben oui, faut assumer si ça le gêne, qu'il le dise. Tiens, deux hommes qui s'embrassent, ça va, mais... Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Il était gêné. Il n'a pas répondu? Il n'a pas répondu. Ah bon? Non. Et quand Jean-Jacques a voulu l'embrasser, il n'a pas voulu. Ça, c'est Hortefeux. Hein. Vous en prenez aussi à Sophie de Menton et Franck Tanguy, qui se sont lâchés sur l'antenne de RMC sur Nafissatou Diallo. Il a dit... Nafissatou Diallo, pour une fille qui sait pas lire, pas écrire et qui est moche comme un cul, gagner 1,5 million, c'est bien. C'est vrai, moi, c'est monstrueux. Je trouve ça assez élégant. Ça, c'est nul. C'est assez élégant, je trouve. C'est élégant. Et Sophie de Menton a dit l'agression sexuelle de DSK, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Oui, c'est pire encore. Sophie de Menton, ce qui est pire, c'est qu'elle n'assume pas, alors que Tanguy a assumé. Mais si un auditeur avait dit ça, est-ce que ça serait mieux J'arrête passé immédiatement. Donc on peut pas tout dire, en fait. Si, tant qu'on est dans le cadre de la loi. Et Sophie de Menton, t'imagines si elle reçoit les Bogdanov? Alors Jean-Jacques, vous êtes spécialiste des questions un peu tordues. Hein. Le nombre de sous-marins nucléaires en France. Non, mais ça, c'est vieux, ça. Le nombre de joueurs en équipe de handball. Et la différence entre les chiites et les sunnites. Une question que j'avais posée à Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2007, sur laquelle il avait pédalé, pardonnez-moi, dans la choucroute. Alors ce qui est très marrant, c'est que j'avais une autre question, mon cher Antoine, comme quoi tu es une espèce de prémonition. Quelle est la différence entre Igor et Grishka Bogdanov? les grands esprits se rencontrent finalement. Alors, quelle question gênante vous poseriez à Jeannette? Son portable. 06. Son portable, pourquoi pas? Oui. Mais non, je sais pas, comme ça, je sais pas. Il faut que ça il vienne. n'ose plus. Non, je suis très timide. Laissez-le tranquille. Je suis très timide. Voilà. Vous l'impressionnez vachement, parce que d'habitude, il n'est pas du tout comme ça. Alors, Jeannette, quelle question gênante vous poseriez à Jean-Jacques? Je pense qu'il doit être très seul. Je sais pas, parce que... Non, parce que quand on Ça, est vous libre... prenez vos désirs pour des réalités, Jeannette. mais non, Pardon, vous voulez dire seul dans son métier. Mais oui, seul dans son combat. Je croyais dans la vie, parce que dans la vie, il y a une femme charmante. Non, mais non, qui est grand reporter, on y va. Non, après... Non, mais je pense que quand vous tenez ces propos, y compris sur Jean-Pierre El Kabbach, la profession ne doit pas être tendre avec vous, voilà. Non, elle l'est pas. Ah oui, mais voilà. moi, je ne suis pas avec elle. Alors, Jean-Jacques, vous excellez dans les questions politiquement concrètes. On va faire une interview politiquement concrète. Dans quel parti politique avez-vous le plus d'amis? Je n'ai pas d'amis dans les partis politiques. Quel est l'homme politique qui vous déteste le plus?
Les hommes politiques très conservateurs, très traditionnels. J'ai vu Marine Le Pen, le jour où vous êtes engueulé, là. Hein. On s'est engueulé, c'est vraiment... Ça peut arriver. Parce que Collard avait dit quand on... Collard, j'aime pas. Ouais. Ah bon? Ouais, j'aime pas. Les salles de viol? Oui, ah oui, la salle de viol. J'aime pas parce que c'est un jeu. C'est plus sérieux. Ouais. La politique, c'est quelque chose de sérieux. Jean-Jacques, quel cadeau d'un politique avez-vous déjà refusé? Je n'en ai jamais eu. Et je ne déjeune jamais avec les politiques. Jeannette peut en témoigner, on n'a jamais déjeuné ensemble. Pourtant, c'est pas l'envie qui vous manque de déjeuner avec Jeannette. Mais bon. Oui, mais je suis empêché. Ben, je comprends, oui. Avec quelle loi récente êtes-vous d'accord? Le mariage pour tous. Êtes-vous dérangé par deux femmes qui s'embrassent devant vous? Absolument pas. Moi non plus. Quel est votre salaire mensuel? Vous n'aurez pas la réponse. Vous gagnez plus ou moins qu'un ministre? Plus. Donc plus que 9 940. Exactement. Quel est le montant de la redevance télé? Oh là là! Le montant de la redevance télé, 180 et quelques, non? Ouais, enfin j'accepte. C'est 131, mais c'est pas 131, mal déjà. ouais. Quel est le prix en kiosque d'un magazine comme l'Express, par exemple? 4 €. 3,50 €, c'est pas mal. Ouais. C'est bien. Et alors, pour finir, là, ça va être horrible. Mais bon, Aïe. vous le faites aux autres. Quel est le nom du président du Niger? Alors, strictement aucune idée. C'est Mahamadou Issoufou. Ils sont fous? Ils sont fous. Merci Jean-Jacques. Nous sommes toujours en compagnie de Jeannette Bougrave, de Jean-Jacques Bourdin et d'Antoine Decaune. Alors Jeannette Bougrave, rebonsoir. Vous êtes avocate, maître de requête au Conseil d'État, ex-présidente de la HALDE, ex-secrétaire d'État à la jeunesse de Nicolas Sarkozy. Et le 6 mai, tout s'est arrêté. Le plus dur dans ces cas-là, c'est de ne pas savoir quoi faire à 19h30 au lieu d'aller au grand journal, non? Non, parce que moi j'ai eu la chance pendant cette période de prendre ce qu'on appelle un congé d'adoption. Voilà, donc j'étais assez occupée parce que j'ai adopté toute seule une petite fille. Elle est arrivée dans ma vie il y a à peu près 1 an et je ne m'étais pas du tout arrêtée. Ouais. Alors du coup, j'ai pu profiter de ma fille. Vous dites « Je suis une célibatante qui a complètement raté sa vie amoureuse ». Ah oui, totalement, là je Mais reconnais. pourquoi? On ne peut pas sortir du milieu social dans lequel j'appartenais, fille de harki dont les parents ne savaient pas lire et écrire, de Châteauroux, de faire de longues études. J'ai un doctorat, j'étais quelques années maître de conf à Paris 1. Et en plus, essayer d'échapper à sa communauté parce que je la trouvais parfois étouffante. Et à un moment, on paye toujours l'addition. Voilà. Et cette émancipation, cette volonté d'être une femme libre et indépendante, eh bien, je le paye avec une certaine solitude. Voilà. C'est dommage. Ben oui, je sais bien. Ça me tue. Ça me tue. Mais non, surtout pas, parce que ma mère, elle a dû être mariée à 13 ans. Bon, bah, à bientôt 40 ans, je ne suis pas mariée, je ne vais pas m'en plaindre, voilà. Je peux faire quelque chose? Bah si. Un espagnol, ça vous irait? Ah, je sais qui c'est. C'est José Garcia. Alors donc, vous avez adopté un enfant, mais je crois qu'à l'UMP, un enfant, c'était un papa et une maman, non? Je sais bien, c'est pour ça que j'ai toujours été un peu un électron libre à l'UMP, mais je regrette pas un seul instant parce que ma fille n'aurait sans doute pas pu vivre très longtemps si je ne l'avais pas adoptée. Et vous savez que vous soyez dans les pays arabes, dans les pays africains ou en Asie, être une fille, c'est déjà mal partir au départ. Adopter une fille, pour moi, ça avait du sens, voilà. Alors en fait, depuis que vous n'êtes plus secrétaire d'État à la jeunesse, vous êtes devenu associé de l'un des plus prestigieux cabinets d'avocats américains, avec pour mission de développer le business dans le monde arabe, et plus particulièrement en Algérie, État auquel vous croyez beaucoup. C'est vrai que c'est le dernier État laïque, finalement, au Maghreb et au Machrek.
Oui, c'est vrai, parce que c'est une sorte de village gaulois au sein du Maghreb. Les gens oublient l'Algérie, c'est que l'Algérie, dans les années en fait 90, c'est le début des années noires, c'est 300 000 morts. Eux, ils savent quel est le prix du terrorisme islamiste. Il ne faut pas oublier que le Maroc, c'est le PJD qui est au pouvoir, c'est le Parti Justice et Développement, ce sont les islamistes. Il n'y a qu'une seule femme au sein du gouvernement marocain, elle est voilée et elle est le ministre de la condition des femmes. Je tiens juste à rappeler aux téléspectateurs qu'au Maroc, quand une fille se fait violer, eh bien son violeur peut échapper à une peine de prison s'il daigne, c'est sympa de sa part, épouser sa victime. Et donc, alors Tunisie, j'en parle même pas, parce qu'avec Enada... Non, mais c'est vrai que l'Algérie apparaît aujourd'hui comme le dernier pays laïque de la région. Alors, Jeannette, vous publiez chez Grasset « Ma République se meurt », où vous mettez en résonance vos origines, votre parcours, avec les problématiques actuelles de la laïcité en France. Alors, vos origines, vous êtes fille de harkis, ces soldats algériens qui avaient choisi la France et qui, malgré ce qui était prévu par les accords d'Évian, ont été, après l'indépendance, massacrés en Algérie et traités comme des parias en France. Je trouve personnellement que c'est un comportement aussi ignoble que celui que la France a eu envers ces Juifs qui s'étaient battus en 14-18 et qui ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, je me souviens, quand j'étais gamin dans le Gard, il y avait un camp de harkis qui s'appelait le camp de l'Audin-l'Ardoise. Ils vivaient dans des baraquements, il fait très chaud l'été, c'était épouvantable. Mais ça me touche ce que vous me dites, parce que j'ai fait une émission récemment et on me disait... Mais les harkis ont torturé avec l'armée française, donc quelque part, c'est un peu normal. Non, mais attendez, dites qui a dit ça. C'est El Kabbach, c'est incroyable. C'était horrible parce que ça sous-entend que mon père aurait pu faire les choses les plus abominables. Mon père était dans une armée qui était une armée légale, l'armée de la 5e République. C'est le même régiment qui en ce moment est au Mali. Est-ce qu'on va dire que ces gens-là sont des... Alors parce que mon père est arabe, donc c'était... Et j'ai dit, je suis contente pour une fois que mon père, qui a été à l'usine, n'entende pas très bien et parle pas très bien français parce qu'il n'entendra pas ce que vous venez de dire. Voilà. Ça m'a fait mal. Et dans le taxi qui me ramenait dans mon cabinet d'avocat, j'ai pleuré. Je me suis dit, comment peut-on dire ça aujourd'hui ? Comment peut-on dire ça ? Ce sont des vieux chibanis, qu'on appelle en arabe des hommes aux cheveux blancs. Ils n'ont jamais rien eu. Et quand on commence à leur dire, mais vous avez torturé, mais qu'est-ce que... je veux dire, c'est pas le sujet. Bien, en tous les cas, votre reconnaissance éternelle va à Nicolas Sarkozy, qui a reconnu la responsabilité de la France dans l'abandon des harkis. Donc en 2017, vous voterez pour Nicolas Sarkozy ? Ah oui, moi, il me demande de revenir, je reviens. D'abord, je lui ai dit cet été que je ne souhaitais pas m'engager entre Copé et Fillon. Il m'a dit, oui, Jeannette, mais tu sais bien. Alors, dans votre bouquin, Jeannette, vous racontez votre parcours à l'UMP, des expériences politiques qui vous ont parfois laissé un goût amer. Aux législatives de 2007, on vous attribue une circonscription perdue d'avance, Barbès. C'est vrai qu'une fille de harki qui se présente dans ce haut lieu de l'indépendantisme algérien... C'était pas gagné. D'ailleurs, j'ai pas gagné, je voulais vous dire. Et c'est vrai qu'à l'époque, le secrétaire national de l'UMP, la diversité, Abderrahmane Daman, vous traite de fille de traître le vendredi à la mosquée. Donc ça n'a pas dû aider non plus. Non, ça n'a pas aidé. Et on a toujours le sentiment, quand on est fille de harki, d'être une Française de seconde zone. Alors quand il apprend ça, Brice Hortefeux dit... Ce sont des problèmes entre vous, on ne veut rien savoir. C'est des problèmes d'arabe, quoi, pour lui, c'est ça. Problèmes d'arabe, oui. Il y a des problèmes d'arabe. Alors, vous racontez Pierre Charon, le fameux Pierre Charon, conseiller de Nicolas Sarkozy, qui vous surnomme Jeannette Bout de Gras. C'est drôle aussi, comme humour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein ? La seule chose, c'est qu'il me l'a jamais dit en face, donc c'est toujours un peu particulier, mais en même temps, j'essaye de perdre du poids. Hein. Je tenais à vous le dire, Antoine, j'essaye, là. J'ai vu un médecin, il m'a dit que j'avais 10 kilos à perdre. Comme Thierry. Exactement. Exactement. Horrible. Alors, vous parlez de Rachida Dati, vous dites des cheveux courts, très noirs, comme son âme. Oui, mais... En fait, vous avez été déçu par Rachida parce qu'au début, vous étiez copine, elle vous racontait ses histoires d'amour, et un jour, elle a commencé à faire courir le bruit que vous auriez une aventure avec Nicolas Sarkozy. En même temps, je le dis dans le livre, elle a beaucoup de qualités. C'est-à-dire qu'elle a une espèce de force, d'abnégation, de capacité à franchir les choses. Moi, j'en suis incapable. Vous l'avez interviewée plein de fois. Oui, des quantités de fois, C'est vrai que Rachida Dati, elle n'est pas tendre. C'est pas une tendre. Non. Mais enfin, bon, au-delà de ces histoires, votre livre est avant tout un plaidoyer pour la République. Vous dites « Je suis athée, laïque, profondément républicaine ». Et vous vous insurgez contre les exigences du ramadan, les créneaux horaires pour les femmes dans les piscines, le refus des femmes musulmanes d'être auscultées par des médecins hommes.
Tout ça, ça vous choque. Mais ça me choque aussi quand le gouvernement français félicite Nada. Depuis plusieurs mois, je dénonçais Nada parce que je trouve que c'est scandaleux d'inscrire dans la Constitution que la femme est le complément de l'homme. Et vous dites, ça me paraît incroyable qu'une fille comme Diams veuille être voilée. Ah non, mais en même temps, alors, vous dites ça parce que vous êtes jolie. Oui, mais célibataire. On peut pas tout avoir. Je peux faire quelque chose pour vous? José Garcia. Non, mais là, Non, mais Diane, ça vous choque. C'est pathétique. Ouais. Quand je la vois avec cette espèce de drap gris, là. Moi, ma grand-mère, qui vient des fins fonds, là, de Blida, elle faisait pas ça. Elle portait un fichu à la maison quand elle faisait la cuisine, et quand elle sortait, elle se coiffait bien les cheveux, comme ça, elle mettait une petite barrette, elle se faisait un chignon. Ouais. Et voilà. Et quand je vois des filles françaises qui sont nées ici, qui ont tout, mais je comprends pas. Bref, vous n'êtes pas très halal. Non, mais je suis pas non plus. Je suis athée, je suis pas agnostique. Ouais. Moi, ce que je regrette un peu, c'est quand Malala s'est pris une balle dans la tête au Pakistan, j'aurais adoré que tout le monde descende dans la rue en disant c'est scandaleux, mais il y a personne. Mais par contre, quand Charlie Hebdo fait sa une en reprenant l'affiche d'Intouchable avec un rabbin qui pousse un imam, Ouais. ça donne lieu Ouais. aux pires choses. Bravo pour votre courage, Jeannette. C'est moi. Antoine Decaune, rebonsoir. Ça va? Très bien. Alors, j'ai noté en préparant cette émission que vous alliez avoir 60 ans bientôt. Dans combien de temps? À la fin de l'année. Putain, Antoine Decaune va avoir 60 ans. C'est pas Ça me fait vrai. quel âge, attends? En tout cas, vous les faites pas, Antoine, hein? Mais vous non plus. Ah ouais? Ouais. C'est Daphné Roulier ou c'est le vélo? Un mélange des deux. Alors, vous êtes toujours fan de Lance Armstrong. Pour vous, il reste le plus grand coureur dopé de tous les temps. Non, ça, c'est compliqué. Vous êtes Non, plus- j'en ai pris un petit coup dans l'aile quand même avec, Quand même, ouais, avec ouais. la révélation. Pour vous, c'est une révélation. Je pense que c'est un coureur exceptionnel, Ouais. qui est hors norme, quoi. Voilà. Ouais. Donc, il est, de toute façon, il est meilleur que les autres. Non, ça, je Après, il a confirme. menti. Parce qu'il y a un proverbe arabe qui dit on fait pas d'un bourricot un cheval de course. Non. Alors, Ouais. il avait quand même. Vous savez comment on reconnaît... Oui, c'est vrai. Non, mais il est très fort, bien sûr. Vous savez comment on reconnaît un coureur dopé? Oui, mais je ne dirais pas ici. C'est celui qui gagne la course. Alors moi, j'ai essayé de faire du vélo comme Antoine, parce que quand je vois la ligne qu'il a, je me suis dit, voilà, pour moi aussi, mais j'ai peur des piqûres, moi. Alors, Antoine, vous animerez le vendredi 22 février à 21h sur Canal, en clair, la 38e nuit des Césars, en direct du Châtelet. Voilà. C'est la dernière fois. Vous dites c'est trop pénible, il faut toujours faire un discours d'introduction absolument soporifique. C'est pas moi qui le fais, c'est le président. Ouais. Alors, il se trouve que le président cette année, c'est Jamel. Ah ben, on donc, n'est pas il prêt a- d'avoir le discours, alors. Il a pas de chance d'être soporifique, le discours. Oui, oui, oui. Voilà, et en même temps, c'est un vrai plaisir de travailler sur cette soirée. Un plaisir un peu pervers, j'en conviens, parce Oui. que c'est un public pas très facile. Non. Mais on prend un plaisir fou avec Renaud, le producteur, à travailler sur cette soirée. Vous allez faire comment pour que ce soit pas trop chiant cette année, les Césars? Vous allez montrer des extraits de films américains? Non? Mais je pense que la soirée va être pas mal quand même. Alors cette année, il y a un truc nouveau, c'est le César du meilleur acteur trop payé. C'est Danny Boone. Ah, je ne sais pas, j'ai pas les résultats encore. Si, sûrement. Ouais. Il y a le César du meilleur acteur exilé fiscal. Christian Clavier, non? Depardieu, Clavier. Ah, pas Gérard. Ah, vous défendez Gérard? Mais oui, je le défends. Ah oui, il est de Châteauroux, Gérard. Mais oui, comme Michel Denisot mais aussi, oui, d'ailleurs. oui, on Ah, se vous êtes une, soutient. ouais. On est des vrais berrichons, on se soutient. Vous savez, on n'a pas de chance, on n'est pas beaucoup. La vie a été très rude avec nous, donc on se soutient. Belle soirée en perspective, en tous les cas, Antoine. Ça, c'est le vendredi, donc le dimanche, il y a les Oscars. Ouais, hein. ouais. Vous connaissez la différence entre les Césars et les Oscars? Christophe Lambert a eu un César. C'est con. Ça vous fait drôle de le voir, non? Moi, j'aime bien Antoine Decaune parce qu'il est élégant. Oui. Il a toujours une distance avec les C'est vrai. événements. Avec, Il a un chic british. Ouais. Et il a Ah, fait c'est une vrai. émission avec Jean-Paul Gaultier qui s'appelait Eurotrash, qui était absolument géniale. En kilt. Dans laquelle ils ont fait dire à Carla Bruni. Qu'est-ce que vous lui avez fait dire à Carla Bruni? Comme Carla Bruni est polyglotte, Oui. et qu'à l'époque elle n'était pas mariée au président de la République, on lui avait fait dire dans toutes les langues européennes mets-moi un doigt dans le cul. Mais dans mes films, Et
Elle s'est pas trompée. Incroyable, c'est qu'elle... moi, je me souviens... Elle l'a fait, c'était impeccable. Elle l'a fait impeccablement. Sur mesure, ouais. avec une délicatesse qui m'a stupéfié. Ouais. Oui, je vous jure. Mais c'était très drôle. Voilà, on passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est le juge antiterroriste Marc Trévidic que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Le Qatar finance-t-il les terroristes contre lesquels les soldats français se battent au Mali? C'est en tout cas ce qu'affirmait l'an dernier le Canard enchaîné. Cette semaine, c'est au tour du Parti socialiste d'exprimer des soupçons. Selon Harlem Désir, le Qatar doit clarifier sa position face au terrorisme. Il n'est d'ailleurs pas le premier à le réclamer. Dans une note confidentielle publiée en 2010 par le New York Times, Hillary Clinton affirme que l'Arabie Saoudite est la principale source de financement du terrorisme islamiste. Mais elle ajoute que le pays qui lutte le moins contre ce financement, c'est le Qatar. Du coup, on se pose des questions. L'émir du Qatar est accueilli chez nous à bras ouverts. On l'a même dispensé de payer des impôts sur ses investissements en France. Pas étonnant qu'en plus du PSG, il se soit offert des parts dans Veolia, Lagardère, Vivendi ou Total. Mais là où ça devient ambigu, c'est que le Qatar n'investit pas seulement en France. Par exemple, depuis que les frères musulmans sont au pouvoir, le Qatar a doublé son aide financière à l'Égypte. Plus inquiétant, lors d'une visite officielle à Gaza, l'émir du Qatar a signé un chèque de 400 millions de dollars pour soutenir le Hamas, que l'on considère en Europe comme un mouvement terroriste. Pauvre émir du Qatar, on lui reproche des ambiguïtés, n'empêche, pendant la guerre en Libye, c'était notre seul allié arabe. À l'époque, ça nous arrangeait bien que le Qatar finance des groupes salafistes pour combattre Kadhafi. Mais maintenant que ces groupes sont installés au Mali, comment reprocher au Qatar de leur avoir acheté des armes ? D'un côté, on reproche au Qatar son indulgence avec les djihadistes, mais de l'autre, la France soutient sans réserve les djihadistes lorsqu'ils combattent Bachar el-Assad en Syrie. Alors c'est bien gentil de demander au Qatar de clarifier sa position sur le terrorisme, mais peut-être que la France devrait elle aussi clarifier sa position. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Marc Trévidic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juge d'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris et vous publiez Terroristes, les 7 piliers de la déraison chez Lattès, un livre qui est en tête des ventes. Bienvenue parmi nous, Marc. Merci. Alors voilà, le sujet de la semaine, ce sont les révélations du Canard enchaîné reprises par Harlem Désir concernant le Qatar, ce petit émirat très sympa qui a offert Zlatan et Beckham aux Parisiens, mais qui financerait également des groupes terroristes islamistes au Mali, en Libye, en Syrie. Est-ce que tout ça ne fait pas de David Beckham un terroriste? Je vous pose la question. Alors au départ, le Qatar était un pays que personne connaissait. L'émir du Qatar en 95, il arrive en Angleterre, il montre ses papiers, on lui dit le Qatar c'est quoi? Donc effectivement, il avait envie de se faire connaître, il y a sûrement une volonté d'exister sur la carte du monde, mais il y a aussi la volonté de penser à l'avenir, c'est-à-dire que quand les ressources gazières seront épuisées, il faudra bien vivre de quelque chose, donc ils investissent. Et c'est vrai qu'on se demande s'il n'invente pas, parallèlement à ça, un djihad sournois. C'est ce qu'on appelle la stratégie du soft power. C'est un petit pays qui veut certainement étendre son influence d'abord dans la zone où il est. Ouais. Pour eux, préparer l'avenir, à mon avis, c'est avant tout avoir une influence sur la zone géographique, sur le Moyen-Orient. Ouais. En Europe, pourquoi pas, se faire des amis un peu partout, ça peut aider. Mais clairement, prendre le leadership sur cette zone en aidant les groupes qui renversent des régimes. Alors, il se trouve que les groupes qui ont renversé ces régimes sont des groupes très islamisés, pour ne pas dire plus, et que ça a été la carte du Qatar sur la dernière Donc période. en fait, ils favorisent les révolutions arabes à travers de l'argent, et puis sa chaîne de télé aussi, Al Jazeera. Ah bah évidemment, Al Jazeera, c'est la première révolution, c'est le premier printemps arabe, Al Jazeera, par rapport à tout ce qui s'est passé après. Et je crois que c'est ça. Alors, le Mali, c'est plus difficile, parce qu'il y a des gens avec qui ils ont discuté quand ils ont aidé à renverser le régime libyen. Ouais. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, des gens avec qui vous discutez sont vos amis que vous les financez, que vous allez arrêter tout du jour au lendemain, parce que ce coup-ci, ça se passe au Mali. C'est pas si simple que ça pour eux. Mais voilà, toutes ces aides, elles sont vertueuses ou vicieuses? Il ne faut quand même pas oublier que c'est un État qui reste wahhabite, moins que l'Arabie Saoudite, mais ça reste le wahhabisme, qui a donc des affinités avec les groupes salafistes, à la base.
Donc vertueux, pas vertueux, ça dépend de quel côté on se place. Oui. Et il faut savoir une chose, c'est qu'ils essayent de faire la même chose en Algérie pour déstabiliser l'Algérie. Parce qu'évidemment, Al Jazeera, une partie est sauf, mais il faut écouter les prêches qui sont faits au Qatar. Et il faut savoir que de nombreux islamistes algériens qui ont du sang sur les mains sont au Qatar aujourd'hui et ont parfois même des titres diplomatiques. Quand l'émir du Qatar va à Gaza et qui donne 400 millions de dollars pour les routes et les écoles, c'est du pognon qui peut servir à acheter des armes, ça, pour attaquer Israël, non ? À mon avis, le Qatar joue sur tous les tableaux, parce qu'il y a plein d'informations diverses. À un moment donné, ils ont, malgré le problème entre les sunnites et les chiites, il a essayé de se rapprocher de l'Iran, malgré tout, à une certaine période, mais ça, c'est pas fait. Donc, je suis persuadé que dans la zone, ils doivent taper à toutes les portes pour essayer de se faire des amis un peu partout, jouant des doubles jeux ou des triples jeux. Donc voilà, Gaza là, mais à peu près tous les États de la zone, ils ont dû les approcher d'une manière ou d'une autre. Ça doit être plus confus que ça. Ouais. Mais Gaza, c'est très bien, c'est dans la lignée. C'est les Palestiniens, donc c'est la lignée logique de ce que doit faire un État arabe. Donc Ils ça, ont aussi filé du pognon à Netanyahou, non? Oui, voilà, bravo, voilà, exactement. Ouais, Tzipi Livni, l'ancienne ministre des Affaires étrangères israélienne du parti Kadima, du parti centriste Kadima, a révélé dans une émission de télévision en Israël que le Qatar avait donné de l'argent à l'extrême droite israélienne, c'est-à-dire le parti de Lieberman, et aussi au Likoud de Benjamin Netanyahou. Donc là, ça devient extrêmement compliqué. Comment on peut donner de l'argent en même temps au Hamas à Gaza et à l'extrême droite israélienne, voilà. Alors vous dites que c'est pour foutre la merde. je vous ai dit, ils avaient voulu se rapprocher de l'Iran, ça c'est connu. Ouais. Et peut-être que comme ça a cassé de façon assez brutale, ils veulent embêter les Iraniens. J'en sais rien. Je veux dire. La vraie guerre que les spécialistes voient bien arriver, c'est la guerre entre chiites et sunnites. Donc aujourd'hui, c'est de déstabiliser toute la région. Et vous avez vu, il y a quelques mois, il y a eu une répression en Arabie Saoudite contre des chiites. Donc, Au Qatar aussi. Donc c'est très particulier. Et la violence sera celle-ci. Hein. Aujourd'hui, on ne voit que les balbuties. Tout petit, c'est bon. Mais partout où il y a des vrais problèmes, où il y a le plus de morts de terrorisme, d'ailleurs, ça reste un problème entre sunnites et chiites. Finalement, la question qu'on se pose après avoir entendu tout ça, c'est est-ce qu'ils mettent des billes un peu partout pour exister ou est-ce qu'ils ont une stratégie derrière ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Jacques ? Moi, je crois qu'il y a une stratégie derrière, oui, ça c'est évident. Faire tomber les dictateurs laïcs, bassistes... Ça, j'en suis absolument Ouais. certain. Ouais. Ça, je suis absolument certain qu'il y a cette stratégie-là derrière l'Arabie Saoudite, le Qatar, absolument certain. Donc ce sont nos ennemis et nos amis en même temps. Oui. De qui se méfie-t-on le plus? De ses amis ou de ses ennemis? Jeannette, ce sont nos amis et nos ennemis en même temps ? Moi, je suis assez méfiante. Voilà, je suis assez méfiante à l'égard du Qatar. Je ne crois pas qu'ils aient de stratégie. Je pense que c'est tout azimut. Mais le Qatar achète Valentino, achète le PSG, achète. Mais c'est tout Lagardère, 13% du groupe Lagardère. La chaîne de foot qui a Bein démarré. Sport. Oui, est-ce que c'est une antenne cachée derrière? Alors Al Jazeera justement, ben voilà, dans le dossier Qatar Gate, France Football révèle une réunion entre l'émir du Qatar, Nicolas Sarkozy, Platini et Bazin, le patron du fonds d'investissement Colonie qui possédait Paris Saint-Germain. Et ils ont discuté ce jour-là du rachat du PSG, donc par le Qatar, du capital de Lagardère, ça, il fallait quand même une autorisation de Sarkozy pour que le Qatar entre, parce qu'il y a EADS derrière, etc., de la création de beIN, la chaîne de sport pour déstabiliser Canal+, qui embêtait Sarkozy, c'est-à-dire qu'à cause des guignols, on se retrouve avec beIN quand même, et puis l'attribution du mondial. C'est-à-dire que Platini, lui, voulait voter pour les États-Unis, et Sarkozy et l'émir l'ont convaincu de voter pour le Qatar. Il s'en est défendu, Michel Platini. Platini. Il y a quelque chose qui me gêne aussi, c'est que le fils de Michel Platini dirige un fonds qatari, un fonds d'investissement du Qatar. Je note simplement l'information. Ouais. Oui, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'y compris sur beIN Sport, et donc au début, c'est que c'est un produit d'appel. Voilà, le problème, c'est que racheter les droits de la Ligue, c'est un moyen de faire Mais venir comment les voulez-vous l'empêcher? Ça, je sais. Faudra-t-il attendre qu'il y ait des prêches Avec islamistes sur beIN Sport? La télévision, c'est par là qu'on fait passer un certain nombre de choses. Ouais. Et quand il y a eu le congrès de l'UOIF, le dernier congrès, quand en fin de compte, on ne donne pas des titres, des visas d'entrée à des types qui font des prêches, des fatwas, 2 heures par semaine sur Al Jazeera en disant on peut taper sa femme, mais plutôt dans les parties basses pour pas que ça se voit, etc., etc. Moi, ça me gêne. Enfin, ça me gêne pas, ça me donne la nausée, ça me donne envie de vomir. Alors, dernière question. Est-ce que vous ne pensez pas, et c'est peut-être pour ça que Harlem Désir a dit ce qu'il a dit au sujet du Qatar,
Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement français devrait prendre ses distances avec cet émirat ? Moi, je ne fais pas la politique de la France. Je trouve quand même que c'est toujours inquiétant qu'un petit pays investisse autant dans un pays. Bon, je ne sais pas, moi, c'est pas mon problème. Mais dans les banlieues, ils investissent, par exemple. Voilà, par exemple, il y a ce fonds d'investissement dans les banlieues. Je trouve ça un peu inquiétant. C'est-à-dire que l'État français n'est pas capable de s'occuper de ces banlieues et qu'il faut demander à un État de 200 000 Qataris et d'1,7 million d'habitants. C'est ça qui me gêne. Voilà. mais mais je pense que- Bien, Antoine, vous pensez qu'il faut prendre nos distances avec le Qatar ? C'est très difficile parce que tout ce que le tableau que vous venez de décrire montre à quel point tout ça est imbriqué et quel que soit le gouvernement en place. Ouais. Ah ben là, quel que Prendre soit ces le- distances, les distances sont déjà abolies d'une certaine manière. Jean-Jacques ? Moi, je pense qu'il faut rester lucide, oui. Mais je pense que oui, il faut faire très attention. Très bien, mais ça sera le mot de la fin. Voilà. Marc, merci d'avoir été avec nous. Votre livre s'appelle Terroristes et 7 piliers de la déraison chez Lattès. Et c'est en tête des ventes en plus. Ça marche bien. Ça marche bien, oui. Très très bien. Nous sommes toujours en compagnie de Jeannette Bougrabe, Jean-Jacques Bourdin, Antoine Decaune. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, François Gabard. Bonsoir. François, depuis le 27 janvier dernier, votre rêve est devenu réalité. À même pas 30 ans, vous êtes le navigateur le plus rapide de l'histoire sur cette course autour du monde, en solitaire, sans assistance et sans escale, le Vendée Globe. Bref, vous êtes déjà une légende. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ?» Salut Gaspard. Salut. Ça va ? Ouais, super, super. 2 mois en mer sans ramener un poisson, je vois pas l'exploit. quoi. Allez, cette semaine, alors qu'est-ce qu'il y a comme info déjà périmée ? Alors, première salle de shoot va ouvrir. Je vois pas le problème. Hein. Je veux dire, une salle de shoot, c'est quoi ? C'est une pharmacie sans les produits inefficaces. Quoi. Alors, dans la foulée, Gilbert Collard, vous voyez, le Vergès Salayoli, propose d'ouvrir des salles de crime, de viol et de vol. Il est un peu en retard, Collard. Quoi. Je veux dire, ça existe déjà, ça s'appelle une prison. International. Le Mali. Bon, alors la guerre est gagnée, c'était un peu prévisible quand même. On n'allait quand même pas perdre contre des gars qui savent pas se dessiner tout seuls une carte postale de l'UNICEF. Enfin, le jour où on perdra contre le Mali, il nous restera plus qu'à nommer Duflo au gouvernement. Enfin, Oui. oui, ça c'est déjà fait. Alors en guise de victoire au Mali, François Hollande s'est vu offrir un chameau. Il n'a pas réagi. Hein. Il n'a pas réagi. Je veux dire, même quand on gagne, on arrive à se faire humilier. Enfin, on a beau critiquer l'impérialisme occidental, à un moment, on devrait aussi s'insurger contre le profond manque d'intérêt que nous portent les pays pauvres. Offrir un chameau à un Français, ils ont déjà ouvert un livre de géo, les Maliens. Ils croient quoi ? Qu'en France, on a des crocodiles dans la Seine et des éléphants dans la garrigue ? Non mais sans blague, moi la prochaine fois qu'un dirigeant du Sahel nous offre un chameau, on devrait lui livrer illico un ours polaire, tu sais, En plus, je veux dire comme symbole, le chameau, c'est pas un animal qui peut rester 1 mois sans boire, bon, c'est pas... On les libère d'un tas de débiles coraniques et nous, en guise de remerciement, ils nous offrent une gourde qui crotte, quoi. C'est un truc... Moi, je crois de toute façon, le seul avantage de cette intervention au Mali, c'est que Vigipirate est en alerte maximale. Et ça, c'est... Moi, Vigipirate, je suis à fond pour, quoi. Ça, ah ouais. Pour une fois que ce pays a trouvé une façon intelligente de fliquer les fonctionnaires de la SNCF. Non mais, vous savez comment on recrute un soldat de Vigipirate ? C'est, on a réfléchi, mais pour toi, c'est trop dangereux, Tombouctou. Économie. Alors, Microsoft a décidé de lancer un smartphone bon marché pour l'Afrique. On n'arrête pas le progrès, hein. Reste plus qu'à inventer l'adaptateur secteur qui se branche directement dans le tas de sable. Culture. Selon Johnny, la gauche encourage la médiocrité. Oui. Il aurait quand même pu trouver une façon plus classe de dire que ça l'avait fait chier de bosser avec Obispo et Chédid. Alors bon, que la gauche encourage la médiocrité, c'est une évidence. Il n'y a qu'à voir dans quel état se trouve la droite. Culture, toujours.
Alors non, rap. Enfin, je voulais mettre sur la rubrique culture, mais le rap, c'est bien plus que ça. C'est de la culture, c'est aussi du sport, de la religion et pas mal de handicap. Bref, 2 balles ont été tirées sur la voiture du rappeur Lafouine. Alors ça s'est passé à Saint-Maur-des-Fossés, quoi. Bon, on a le Bronx qu'on mérite. Hein. Saint-Maur-des-Fossés, c'est un peu Harlem avec des magasins de moquettes Saint-Maclou. Hein. Alors, il n'y a pas de mort d'homme. Ça reste du gangsta rap à la française. On peut pas. Les gesticulations d'un videur de boîte avec la logistique du Val-de-Marne. Alors, on parle d'un règlement de compte. Je me demande bien ce que 2 rappeurs peuvent régler comme compte en France. À part un dossier aux acédiques ou le vol d'un dictionnaire des synonymes. Après, je comprends que Lafouine accuse le coup, quoi. C'est vrai qu'avec le nombre de disques qu'il vend, on se demande s'il arrivera à payer sa facture chez Carglass. Autre fait divers, Daniel Evenou en maillot de bain sur TF1. Oh là! Oui, je ne commente pas la télé, mais quand il y a des vraies infos, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Alors l'émission s'appelle Splash. Le concept, c'est des célébrités de premier plan qui plongent dans une piscine. Bon, on a mis une piscine parce que si on avait mis une cuvette, des chiottes, les vedettes se seraient peut-être doutées de quelque chose. Alors Splash, c'est un peu la bouche à l'égout télévisuelle du has-been franchouillard, quoi. C'est vraiment du recyclage. À côté, le Loft, c'est une émission d'Arte, quoi. Faut être honnête. Hein. Alors moi, j'avais un autre concept, ça s'appelle Bim Bam Boom. C'est comme Splash, mais avec une piscine vide. Sport. Football. Alors, révélation d'une vaste affaire de matchs truqués. Alors, il paraît que ça ne concerne pas la France. Enfin, c'est normal, hein. Vu le niveau intellectuel de nos joueurs, c'est beaucoup trop complexe à monter, quoi. C'est pas... Alors, je sais que ça fait un peu cliché d'illustrer cette idée par une photo de Ribéry, mais je vous jure, il suffit de l'écouter 15 secondes pour se rendre compte que, en fait, non, quoi. C'est possible. Alors, cette révélation s'accompagne de forts soupçons de dopage dans le milieu du foot. Pas en Ligue française, ça c'est pas... Ah non, tu m'étonnes. En France, pour tenir le coup, c'est pas celui qui joue un match qui doit se doper, c'est celui qui le regarde. High-tech. Récemment, la police a découvert 50 000 images pédophiles dans l'ordinateur d'un commerçant à Toulon. Alors bon, le type, il s'est défendu, il a dit « Oui, mais bon, j'ai consulté des sites 1 ou 2 fois. » Elle aurait pu trouver autre chose, quoi. Moi, quand je consulte en ligne mon compte à l'UBS, je me retrouve pas avec 50 000 photos de Jérôme Cahuzac à poil, quoi. Je veux dire. Sordide. Ce bébé mort dans le ventre de sa mère, faute de place pour le faire accoucher à la maternité. Alors c'est vrai que ça a beaucoup mobilisé les gens très tristes, les hommes petits, mais pourquoi l'accouchement, enfin c'est gna tout ça, le truc classique, quoi. Et ben moi j'ai compté le nombre de mois qui séparent l'accouchement de l'acte, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en termes de karma, c'était pas idéal de copuler le soir de l'élection de Flamby. Alors, peut-être une bonne nouvelle pour terminer, il y en a une, vraiment... La vitesse sur le périph' va passer de 80 à 70 km/h. Chouette. On va enfin pouvoir profiter du paysage. Alors, pas belle la vie? C'était l'instant qu'on vous retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. François Gabard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 23 mars 1983 à Saint-Michel-d'Entraigue, dans les Charentes. Votre père est dentiste et votre mère magistrate à Angoulême. Alors, vous étiez déjà pressé avant même de naître, puisque vous avez manqué de naître avec 2 mois d'avance. C'est vrai. C'est vrai. Et à la maternelle, vous prenez 1 an d'avance que vous garderez jusqu'à la fin de votre scolarité. C'est aussi vrai. Donc ouais. un mec rapide. Bah ouais, je vais avoir envie d'aller voir ce qui se passait dehors, dans le monde, et voilà. Alors vous avez 6 ans lorsque vos parents décident de traverser l'Atlantique, aller-retour, en famille, avec vous donc, Alice qui a 9 ans et Cécile qui a 3 ans. C'est ça. Ouais. Et vous dites cette traversée, c'est l'acte fondateur de ma vie, quoi. Bah, c'est là où j'ai découvert le bateau, c'est là où j'ai découvert la mer. On s'imprègne, je pense, de sensations, de plein de choses qui nous font qu'à la fin, je crois qu'on a tous les 3 été touchés par ça. Ouais.
C'est vrai que moi, derrière, j'ai continué à faire du Ce qui bateau. est incroyable, c'est que le jour où vous partez avec vos parents, au même moment, part la première édition du Vendée Globe, qui a été gagnée par Titouan Lamazou. Alors pendant la traversée, vous avez 6 ans, et vous passez votre temps à grimper au mât pour surveiller l'horizon, et vous développez un rapport quasi animal avec le bateau. Ça facilite après les choses quand derrière on est en mer. Ouais. Mais vous passionnez également pour la technicité des voiles, vous passez des heures à faire des nœuds marins, les yeux bandés, ou alors avec les mains dans le dos, ou alors avec une seule main. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire, donc on s'amuse avec mes sœurs. On trouve des jeux d'enfants, quoi, tout simplement. Alors, durant la traversée, vous prenez possession de l'annexe, le petit bateau qu'on tire derrière, d'abord à la rame, puis au moteur. Ouais. Hein. Et en arrivant en Floride, vous découvrez que des amis de vos parents ont, comme annexe, non pas un Zodiac à moteur, mais un voilier, un petit optimiste. Un petit, ouais. Voilà. Et là, vous commencez à tirer les bords, donc à l'âge de 7 ans. C'est vrai qu'on est super content, on est super fiers quand on a 6-7 ans d'être tout seul sur un bateau. Hein. C'est une certaine fierté. De la même façon, après, les bateaux grandissent, mais à cette époque-là, déjà, Vous grandissez en même temps que les bateaux. Faire 15 mètres avec un bateau tout seul, on est le roi du monde, quoi. Alors, de retour en France, votre père vous construit votre premier bateau pour naviguer. Alors là, c'est dans la banlieue d'Angoulême, sur une mare, hein, faut dire, c'est pas terrible. Il n'y a pas de vent. Donc vous êtes dans la pétole tout le temps, là. C'est pas mal pour apprendre à faire du bateau, parce qu'on est sur un plan d'eau intérieur, comme ça, du coup, le vent est assez aléatoire. Ouais. Et du coup, pour sentir le vent, c'est une bonne école. En 1997, donc, vous avez 14 ans, vous êtes champion de France d'optimiste, et à la fin de vos études, vous annoncez à vos parents que vous voulez faire de la course votre métier. Voilà. Ouais. Vous faites tout un tas d'écoles, etc., de voiles, et le 10 novembre dernier, vous prenez le départ du 7e Vendée Globe, toujours pressé, hein. Vous partez avant le coup de canon, vous êtes obligé de revenir et de reprendre le départ. Ouais, ça devait être, c'est ma nature, c'est sûr que j'ai certainement envie d'aller un peu de l'avant tout le temps, je fais assez vite dans mon parcours. Vous dites, cette course, le Vendée Globe, c'est un calvaire, c'est une punition, c'est de la folie, et on va voir comment ça se passe. D'abord, la fatigue. Ouais. Alors, à chaque virage, il faut équilibrer les masses sur le bateau, c'est-à-dire qu'il faut déplacer entre 5 et 800 kilos de matériel, hein, plusieurs fois par jour. En fait, toutes les masses qui sont embarquées, les voiles, le matériel de rechange, les outils pour réparer, la nourriture, nos vêtements, donc tout ça, ça représente un peu de poids forcément. Ça représente de déménager un appartement de 50 mètres carrés tout seul en une demi-heure. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Sauf que le vent tourne, il faut redéménager le lendemain, et puis ça retourne, il faut redéménager, c'est un peu... La grand voile, c'est embêtant, 90 kilos, la grand voile. Comment vous faites? Vous portez tout ça tout seul? Non, on a une drisse, donc un bout qui tire la grand voile, et puis après on a des systèmes de winch et de balance qui permet de décupler l'effort. Mais bon, quand ça décuple l'effort, ça veut dire qu'il faut pousser plus longtemps. Donc, ça s'appelle le matossage, ça. Voilà. Ouais. Alors, il faut aussi monter en haut du mât, qui fait 29 mètres. Ça peut arriver. Et avec des creux de 4 mètres, quoi. Il faut tenir là-haut quand même. Hein. Quand ça bouge là-haut, ça bouge beaucoup en fait. C'est vrai que ça fait vite levier, donc ça peut être difficile. C'est une sécurité quand même, un truc. Ah oui, de toute façon, on monte accroché avec du matériel d'alpiniste qui nous permet d'être en sécurité. Je me renseigne parce que je pense que je vais le faire, le Vendée Globe. Pas de problème. Dans 4 ans. Alors, il y a aussi l'humidité, vous êtes toujours trempé, quoi. C'est pas très compliqué. De l'eau salée sur les mains, sur le visage. Oui, le sel. D'abord, le sel, il faut bien comprendre que ça attaque la peau assez rapidement. Donc ça, c'est un problème. Et c'est vrai que on est dans un milieu qui est humide, forcément, on est sur un bateau. Est-ce que vous pouvez prendre des douches d'eau doucement? On peut, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand on est dans un registre course, on n'a pas forcément le temps déjà, la possibilité. Alors on fabrique notre eau douce, on n'en fabrique pas non plus. On n'a pas 200 litres d'eau tous les jours. Hein. Alors il y a le bruit parce que le bateau il est en carbone et il y a les vagues qui tapent sans arrêt contre la coque 24 heures sur 24, un peu comme vous étiez enfermé dans le tambour d'une machine à laver, non? Ouais, c'est à peu près ça. Et c'est ça, au-delà du bruit, dans le tambour de la machine à laver, ça tourne et ça tourne bouge. en plus. Et c'est vrai que ce que j'ai vraiment trouvé difficile, c'est que le bateau tape en permanence et bouge en permanence. Et du coup, on ne peut pas être assis comme là, tranquillement, à pas bouger. On est en mouvement en permanence. C'est une torture. Si jamais on n'a pas cette foi, cette envie énorme comme j'avais de faire cette course, ça peut vraiment devenir très très dur. Quoi. On fait demi-tour. Alors,
vous pouvez pas mettre des boules qui est parce qu'il faut sans arrêt être à l'écoute du bateau. C'est ça aussi le problème. Bah, non ouais, le bruit, quelque part, c'est un ami. Enfin, c'est un ami. Alors, c'est difficile parce qu'on sait qu'on est dans un niveau sonore qui est hyper élevé. Et en même temps, dans ce bazar, dans ce vacarme un peu sonore, il faut vraiment écouter parce qu'on a beaucoup d'informations qui viennent par le son. Et donc, dans ce gros bazar, il y a des fois des bruits qu'il faut reconnaître. Quelque chose d'anormal, en fait, qui nous donne toute une information. Ouais. Et il faut sortir sur le pont parce qu'il y a un bout qui tape, il y a une voile qui s'est déchirée. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Donc, l'oreille est vraiment une amie. Ouais. Il y a le sommeil, hein. Vous faites des petites plages de sommeil de combien? Pas beaucoup, ouais. On ne fait pas beaucoup les 12 heures de sommeil. Ouais, vous faites combien? On dort par 10 3-4 secondes, heures, 5 quoi. minutes, 1 heure, Ah, ouais. 2 heures, enfin des Ouais. siestes. Et alors, il y a des gens, je ne sais pas si ça vous est arrivé, qui ont des hallucinations à force. Hein. Si on dort vraiment pas, ouais, c'est vrai qu'on a des alus. Par exemple, il y a des mecs qui se réveillent, qui descendent du bateau en croyant qu'ils sont au port. Ouais. C'est vrai, hein? Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des alus, et à chaque fois que j'ai des alus, déjà je m'accroche. Ah Comme oui. ça évite Comme Ulysse. d'avoir des soucis. Et puis bon, c'est une source d'information quand tu dis, Ouais. là je commence à voir, Ouais. je commence à voir quelqu'un alors que tu es tout seul. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller se reposer. Ouais. Vous avez de l'alcool à bord? Alors j'étais parti en pensant ne pas avoir du tout d'alcool et mes parents m'avaient mis deux petites bouteilles, de petites mignonnettes de Pinot des Charentes Ouais. et que j'ai pris pas mal de plaisir à boire. C'était Ouais. sympa. Ouais. Vous dopez pas dans la voile? Alors, non moi personnellement non, ça il y en c'est a qui sûr. se dopent, non mais c'est... Je crois pas, je pense pas. Non Je pense que c'est pas dans la philosophie Ouais. des marins. Ouais. Vraiment, je crois que c'est un état d'esprit Ouais. en fait. En bateau, on est en équilibre quelque part. On est en recherche d'équilibre en permanence. Et je pense que ça crée du Donc pas de déséquilibre. doping pour vous donner de dopage. l'énergie, mais on fume un pétard quand il fait beau quand même, non? Ça fait partie des produits dopants, hein, le pétard. Donc on a des contrôles Ouais, je antidopage. savais pas, merde. Ah, mais vous m'en dites une belle, là. Là, c'est dopant, ouais. Il n'y a C'est pas de dopant. contrôle antidopage? Si, il y en a régulièrement. Et moi, depuis que je suis ado, depuis que je fais de la voile et de la voile à haut niveau, je fais attention à ça. Parce que si j'ai des amis qui fument en effet des joints et je fais attention parce que même en étant fumeur Même pour un passif. joint, on peut se faire disqualifier? Ah bah oui, bien sûr. Moi, je le ferai pas, cette course. Voilà. Et le sexe, alors, comment on fait? Vous avez Internet, vous regardez YouPorn, non? Exactement. Voilà. Non, c'est vrai? Avec Internet, on fait tout. Bon, d'accord, on le sait, maintenant, on va pas vous charcuter beaucoup plus. Et puis, il y a les grosses galères. Alors, au 5e jour, vous découvrez que de l'eau de mer s'est infiltrée dans votre moteur, ce qui veut dire plus d'électricité, hein, donc plus de d'énergie, pilote ouais. automatique, etc. Et là, vous démontez tout. Vous faites tremper dans l'essence, et après, vous n'avez quand même pas d'huile. Alors, vous prenez ce que vous appelez la mayonnaise, c'est-à-dire le mélange d'eau et d'huile qui est donc dans le moteur, Ouais. vous faites chauffer Ouais. pour que l'eau s'évapore Ouais. et récupérer l'huile. C'est MacGyver, quoi. Ouais, il y a un peu du MacGyver, Ah ouais, c'est c'est sûr. MacGyver, Il y a des moments, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. C'est vrai qu'on n'a pas tous les outils qu'un mécano peut Ouais. avoir dans un garage. On n'a pas non plus toute la connaissance d'un mécano, parce qu'on fait un peu de mécanique, un peu d'électricité, C'est un ingénieur, plein de choses. Ah, mais il est ingénieur. Ça aide d'être ingénieur, ça j'en suis bien convaincu. sûr, bien sûr. Mais alors, quand vous démontez le moteur, là, c'est énorme, en pleine mer, avec les vagues Ouais, et ça tout. bouge dans tous les Quel sens. bordel. Il fait Ouais. nuit, jour. La course continue. Il faut continuer à avancer avec le bateau. On essaie de continuer à avancer le plus vite possible et que les autres ne se rendent pas compte qu'on a un problème. Ouais, Et c'est vrai que je faisais pas le malin à ce moment-là aussi, parce qu'en plus c'est le début de course, il y a eu beaucoup d'abandons. ouais. Et on n'a pas envie que ce soit notre tour. Alors, Mais bon, conclusion, on y arrive. vous dites, je me suis surpris avec cette course, je ne savais pas que j'avais cette énergie-là. Donc, vous êtes étonné vous-même, quand même. Ouais, on s'étonne nous-mêmes. C'est ça, tous les jours on s'étonne un peu parce que c'est difficile, on fait face, et puis à un moment donné on se dit, le deuxième jour, si ça continue Ouais. comme ça, je vais pas tenir. Puis ça continue, puis on y va, on continue. Puis Ouais. à force de continuer, à un moment donné, on arrive jusqu'à l'arrivée. Et c'est vrai que je me suis surpris moi-même par la capacité à Mais gérer nous aussi, tout on ça. vous admire, hein, Antoine. Ah, vraiment. En plus, il a fait ça pour 160 000 €. Je veux dire, c'est beaucoup d'argent, mais enfin, c'est pas non plus... hein. C'est pas Zlatan. C'est pas Zlatan, exactement. Et au final, c'est important de gagner. De gagner la course. Je suis hyper content de l'avoir Oui, gagné de l'avoir évidemment, gagné, mais j'étais pas parti que pour la gagner, j'étais Ouais. parti pour faire un tour du monde, pour essayer de terminer ce tour du monde, vivre quelque chose de fort. Et je pense que j'aurais aussi été super heureux en terminant 3e, 4e, 5e, etc. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Le voyage vous a transformé? Vous vous souvenez de l'histoire de Moët-Tessier qui avait fait le tour du monde puis qui Ouais, avait continué ça nous transforme, c'est une évidence. Ouais. C'est Pour moi, vrai. je vois ce tour du monde comme un moment. En fait, on a des moments d'émotion et des moments de vie qui sont très très forts, comme on peut avoir dans une vie entre guillemets normale en 5, 10 ou 15 ans. Et du coup, je pense que tout ça est condensé.
Et quelque part, on prend de l'expérience, je pense, d'une manière un peu plus forte que normalement. Et je pense que du coup, je pense qu'on vieillit un peu en faisant ça. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Jean-Jacques, vous avez une question politiquement concrète à lui poser? Non, une question toute simple. Avec cette compétition formidable avec Armelle Lecléache, vous vous êtes parlé pendant la course à certains moments par radio? Ouais, on était en contact VHF, donc on a un peu causé par VHF. Après, très rapidement, on est tellement en compétition qu'on n'a pas grand-chose à dire Parce que ce dont on fait attention dans notre communication vis-à-vis de la Terre, c'est qu'on fait attention à ce qu'on dit pour pas donner de l'information à l'adversaire qu'il pourrait utiliser. Donc du coup, même dans toutes les vacations, même si le skipper adversaire l'écoute pas, il y a des gens à terre qui peuvent l'écouter, qui peuvent après lui dire « Ah, il avait telle voile ou machin » qui pourrait lui servir. On faisait attention, on ne pouvait pas se permettre de donner des informations. Quand il vous est passé devant? Pas du tout. À un moment donné? Non, pas du tout, parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est pas comme les animateurs télé, ça n'a rien à voir. Et alors, vous avez un côté quand même, excusez-moi, mais le blond de Gad Elmaleh, c'est-à-dire vous êtes parfait, quoi. Et par rapport à des Kersozon ou à des mecs comme ça qui étaient beaucoup plus... vous êtes un peu Nadal, quoi, non? Ouais, j'en sais rien. J'essaie, je pense que c'est vrai que le métier, ça se professionnalise et on a des bateaux qui sont de plus en plus techniques. Le niveau sportif augmente, donc à un moment donné, il faut un minimum de rigueur pour arriver à faire tout ce qu'on fait. Ouais. Il est génial, non? Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Jeannette Bougrabe pour Ma République se meurt chez Grasset, Jean-Jacques Bourdin, la matinale de RMC, désormais sur RMC Découverte de 7h à 8h30 et toujours l'interview politique, BFM, RMC, 8h30, 9h. Antoine Decaune, la 38e nuit des Césars, Marc Trévidic pour Terroriste chez Lattès et François Gabard. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Made in Groland. Rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.